Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un ciné critique, je ne suis pas seul puisque je continue ma rétrospective de la saga Fast and Furious en duo et cette fois-ci avec l'ami Romain Rimbaud. Comment vas-tu? Mais ça va très très bien, je suis très heureux et honoré de partager ce petit moment Fast and Furious avec toi. Et oui, parce qu'on en arrive au 7e ensemble, sorti en 2012. On fait une petite parenthèse dans nos élucubrations Takeshi Miike-esques pour parler d'un gros actionneur blockbuster américain. Ça fait du bien par où ça passe de temps en temps. Réalisé ici non plus par Justin Lin, mais par James Wan, que tu apprécies beaucoup, hein, c'est un réalisateur notamment versé plus sur l'horreur, mais qui s'est essayé au blockbuster ici, puis après Aquaman par exemple. Et alors, au casting, on reprend quasi les mêmes et on recommence, mais déjà focus sur, évidemment, la toute dernière apparition de Paul Walker, malheureusement décédé durant le tournage. Ils ont gardé le personnage ici, ça n'a pas été facile avec quelques raccords numériques et tout, mais il est là, et évidemment, on reviendra là-dessus, notamment sur la fin, en zone spoiler, pour dire comment on conclut son arc quand même. Et à ses côtés, bien sûr, nous avons Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, mais que fait-il là? Lui, il n'était pas là avant, si ce n'est en caméo à la fin, en post-générique du 6, bah, évidemment, c'est le nouvel antagoniste. Mais on retrouve également Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, des apparitions aussi de Djimon Hounsou, qu'on voit pas mal hein, dans des gros films américains, dans des rôles secondaires, et Tony Jaa, qui était là dans Hong Bak, pour la baston. Et alors, évidemment, ici, on va quand même faire un petit synopsis rapide, puisque j'évoquais Jason Statham, qui interprète en fait le frère de Owen Shaw, qui était l'antagoniste principal du 6. Ce dernier n'a pas fini à la morgue, mais à l'hôpital, en très mauvais état, parce que, on le sait, dans Fast and Furious, nul ne meurt jamais vraiment. C'est un peu spécial. Et donc, le grand frère, enfin, je sais pas si c'est le grand ou petit frère d'ailleurs, mais j'imagine que c'est le grand frère, Deckard Shaw, décide d'aller venger le petit, enfin, on va dire Owen, après une scène d'intro dans un hôpital où on sent que le gars il est bien badass et il est bien vénère, donc forcément il va affronter la famille, Dom Toretto et tout, et puis d'autres personnes qui vont venir se greffer à l'intrigue. Une que j'ai oubliée dans le casting, parce qu'il y a tellement de gens qu'on en oublie quand même, mais très très important, Kurt Russell est là dans le rôle d'un sorte d'agent secret qui s'appelle Mr. Nobody, et qui va mettre son nez au milieu. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'il faut un scénario de toute façon un minimum pour que le film existe. Mais ce n'est pas spécialement le plus important parce que je crois savoir, mon cher Romain, que toi les Fast and Furious, niveau histoire, mais tu n'en as rien à faire. Mais tu vas nous dire cela et bien sûr donner ton appréciation sur ce 7e volet. Effectivement, moi, c'est une saga que je crois que j'ai pas tout vu, pour être parfaitement honnête. J'ai vu des épisodes de ça et là. J'ai vu le premier qui m'a fait beaucoup marrer à l'époque parce que c'était Rob Cohen et qu'il y avait une sorte d'utilisation absurde des premiers effets numériques, si je puis dire, sur les bagnoles. Et je trouvais ça. Il y a quelque chose d'assez laid, mais qui en même temps confère quasiment au génie poétique, quasiment, et ça me faisait beaucoup marrer. Après les suites qui sont réalisées par Justin Lin, pour la plupart le 2, le 3 et le Tokyo Drift, je crois que j'ai vu vaguement le 2, mais ça m'a vite emmerdé. Et puis je suis revenu des années plus tard en fait parce que j'avais un copain qui m'avait parlé de Fast and Furious 5 quand il est sorti et qui m'a dit va voir, tu vois, c'est super fun. J'avais vu la critique d'Anne aussi à l'époque. Il me semble que Xavier Jean en avait dit pas mal de bien aussi. Et donc je me dis bon bah je vais aller voir. Il y a pas mal de gens qui finalement qui aiment le cinéma de genre que j'aime et qui disent parce que Fast and Furious 5 vaut le coup. Et à ce moment-là, en fait, j'ai raccroché les wagons. Et c'est pour dire à quel point, en fait, j'en ai pas grand-chose à foutre, finalement, de la trame de soap opéra qui irrigue un petit peu le tout. Moi, je me suis éclaté sur le 5, qui, je pense, aujourd'hui, à la date, reste mon préféré. Parce que, pour le coup, je trouve que Justin Lin, en fait, a gagné, je pense, en termes de mise en scène. Et donc, il est passé un petit peu à autre chose. Je trouve qu'il a, dans le bourrinage, le bon vieux bourrinage des familles, qui est très années 80, je trouve qu'il gère bien le truc. Et puis, ce que j'aime bien, en fait, c'est que Fast and Furious est devenu complètement autre chose. Comme j'ai fait un trou entre le 1 et le 5, j'ai vraiment un gouffre véritablement entre les autres. On est passé à complètement autre chose. En fait, c'est un film de braquage, le 5, et on arrive justement au 7. J'ai pas vu le 6 entre temps d'ailleurs, parce que pareil, parce que j'en avais rien à foutre. Et soudainement, on m'a posé c'était que James Wan allait être à la réal, et là, ça a titillé quand même vachement mon intérêt, appréciant effectivement le monsieur dans l'horreur, cette tentative parfois très abstraite de mise en scène. Et je trouve que justement, le 7. À ce côté assez intéressant. C'est plutôt un film d'espionnage. D'ailleurs, on change encore une fois de genre. On n'est plus dans le film de braquage comme dans le 5, mais on est dans un tout autre carcan narratif. Et il va s'amuser. Alors, c'est ça peut-être qui fait que j'aime un peu moins le 7 par rapport au 5. C'est que je trouve que finalement, il épouse un petit peu le carcan de Fast and Furious, mais il fait vraiment totalement autre chose. Il sort vraiment de ce côté bourrin un peu beauf. Et il en fait une sorte de travail complètement abstrait de la mise en scène.
C'est extrêmement intéressant graphiquement, mais à côté de ça, finalement, on perd ce qui était quand même l'essence de Fast and Furious et qui, pour le coup, faisait pour moi la noblesse du 5, qui embrassait vraiment pleinement ce qu'est Fast and Furious, en essayant de pousser les potards en termes de mise en scène, de bourrinage, de situation d'actionneur qui poussait vraiment over the top. Après, ce que j'aime dans le 7 aussi, et qui est peut-être un petit peu différent du 5, c'est ce côté un petit peu Expendables de Fast and Furious, où on reprend effectivement, tu parlais de Kurt Russell tout à l'heure, on fait venir Jason Statham, etc. Tony Jaa aussi, d'ailleurs, qui il me semble, les trois d'ailleurs étaient dans les Expendables dans des épisodes, dans tous les cas. Et il y a ce côté, voilà, all-star cast que je trouve hyper jouissif, avec effectivement ce travail très ampoulé de la mise en scène qu'on connaît à James Wan, où il fout sa caméra un peu n'importe où, il a fait tourner dans tous les sens. Il sort les plans totalement improbables continuellement, il pousse les cascades à fond, jusqu'à leur donner vraiment ce côté complètement abstrait. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, t'as pas vu le 6 à la rigueur, j'ai envie de dire. Le 5 et le 6 sont un peu jumeaux, sauf que le 6 va un peu plus loin dans le côté thriller, et justement, il fait la transition, selon moi, dans le côté espionnage ici du 7, ça devient de plus en plus assumé. Mais, alors, personnellement, j'ai vraiment apprécié, même si, à force d'en voir des Fast and Furious un peu à la chaîne, bon, un par mois, ça reste quand même raisonnable. Et puis c'est toujours mieux que les Transformers que je m'enquille aussi en parallèle, je t'avoue. Parce que oui, il y a ça que il y a ça que je fais aussi en ce moment. Là, on prend plaisir, oui, en effet, si on laisse de côté une forme de réalisme ou d'intrigue. Parce que si on regarde sur le plan du scénario et de la crédibilité de certaines choses, celui-là il va encore plus loin dans les trucs improbables, mais il s'assume encore plus dès la scène d'intro, qui est une sorte de plan séquence là, dans cet hosto là, où on voit le personnage de Jason Statham qui sort de la chambre de son frère, donc il n'est pas mort évidemment. Et là on voit tout le monde est penaud, il y a des destructions partout, t'as l'impression, et c'est visiblement le cas, que le personnage de Descartes Shaw, il a tout pété tout seul. Oui, il a fait tout péter, quoi. C'est un peu... C'est pas Stallone, mais c'est encore plus que ça, quoi. Et il sort de là en mode totalement décontracté, avec la vengeance en tête, tout s'écroule derrière lui, et là tu te dis, ouais, il y a quelque chose, il va se passer quelque chose avec ce film, tu le sens, quoi. Et en effet, derrière, ça lâche absolu, avec aussi le personnage de Dwayne Johnson dans ce film, bon, qui finit à l'hôpital à un moment. Il doit crever au début, hein. Il tombe du, je sais pas combienième étage, c'est pas un spoil, c'est au bout de 20 minutes, hein. Même pas. Il doit crever, mais non. Limite, en plus on nous fait croire, il est dans un état très grave, et puis ils vont le voir à l'hosto, il est là en train de sourire, avec juste le bras dans le plâtre, ça n'a absolument aucun sens. Mais justement, après, quand on a les affrontements entre, par exemple, Dwayne Johnson et Jason Statham, bah, c'est badass. James Wan, il gère finalement plutôt bien les scènes d'action, ça lui va bien. Moi, j'avais en tête cette scène de Malignant, notamment, où ça pétait un peu en action à la fin. Bah là, on retrouve un petit peu ce style-là. J'ai l'impression que James Wan, il s'est fait un petit peu un trip récréatif aussi. Là. Il a pu lâcher, enfin, avec un gros budget. Je sais pas si c'est pas son premier film à gros budget, au final. Donc, il donne à fond, tu l'as dit, avec les caméras qui se retournent souvent à 180 degrés, mais qui épousent parfaitement tous ces moments de cascade ultime, over the top, à base de bus, où tiens, on va courir sur le bus, on va battre le record de saut en longueur et saut en hauteur mélangés pour sauver sa vie. Hein, bah oui, il y a des trucs, bah, on y croit, mais on peut pas y croire. Aussi le moment où il passe non pas à travers 2, mais 3 buildings, je crois. Ça doit faire une référence à un Mission Impossible, d'ailleurs, à ce moment-là. C'est le total absolu, et limite le scénario là, avec tiens on fait débarquer des gars d'une agence secrète ou je sais pas quoi, Kurt Russell qui reprend une sorte de personnage vieilli qui se serait repenti donc de New York 1997, sorte de Snake Plissken qui finalement travaillerait pour le gouvernement, donc jusqu'ici même c'est improbable quand il pense, et voilà on s'en fiche, même s'il y a une base de scénario qui collait à l'actualité à l'époque. C'est le côté espionnage avec l'œil de Dieu, là, les satellites qui peuvent espionner tout le monde. Ça rappelle l'affaire qu'a révélé Edward Snowden, l'espionnage de la NSA de potentiellement tous les citoyens. Donc on essaye d'ancrer quand même dans un réalisme là-dessus. Mais bon, tu as raison, on s'en fiche un petit peu du scénario. Et si jamais on attache trop d'importance à l'histoire, on va décrocher. Donc moi je suis un peu entre les deux, mais quand même je commence à tendre vers aussi le fun, quoi. Bah, en fait, t'as quand même ce côté-là où fait, le scénario sur la saga globale, en fait, pour moi, a déjà plus de sens depuis un bout de temps, parce qu'effectivement, on est vraiment dans une structure de soap opéra. En fait, c'est comme Saw était devenu à son époque, quand James Wan s'est barré, une sorte de soap opéra du cinéma d'horreur. Là, c'est devenu à peu près la même chose du cinéma d'action. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, à l'échelle du film, je trouve que le 5 et le 7 fonctionnent assez bien. C'est pour ça que je les trouve assez proches. C'est-à-dire que c'est des films qui peuvent suivre totalement indépendamment, en fait, du lore global, en fait. Oui.
parce qu'il y a des archétypes de cinéma de genre qui fonctionnent tellement bien, que ce soit le cinéma d'espionnage ou le cinéma de braquage, ou même à la limite le revenge movie, parce qu'à la fin, James Wan se permet d'aller chercher, lorsque le personnage donc, de Vin Diesel est en train de se préparer à la baston, qu'il scie son fusil, et qu'il y a ce plan qui est une gestuelle qu'on reprend, que James Wan a déjà repris, qui est une gestuelle qu'il a repris à Charles Bronson, et qu'il a récupéré dans son Death Sentence quelques années plus tôt, et que là il réitère. Donc il y a tout un imaginaire au cinéma de genre qui est quand même bien réinvesti, et qui permet d'aller au-delà de ce côté lore, même si tu le connais pas, c'est pas grave, en fait, tu es dans le terrain connu. C'est un petit côté Death Wish alors du coup, tiens, quand on y oui, pense. Alors, pas le remake avec Bruce Willis qui est vraiment très caca. Hein, ah oui, les caca, oui. Ah oui, ça est très 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 caca. Je sais même plus quel est le titre français de Death Wish avec Charles Bronson, mais bon, pas Justicier dans la ville, non, je sais plus. Justicier dans la ville, ouais. C'est ça. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est bon, James Wan qui se fait plaisir, donc là, il se lâche. Et tu parlais dans Revenge Movie. Et du scénario, il y a quand même un petit truc, c'est sûr que tu as dû trouver ça surprenant, mais tu t'en es fichu direct aussi, mais Michel Rodriguez qui a plus la mémoire, qui a envie, parce que techniquement, toi, remarque, non, toi tu l'as pas vu mourir, dans le 5, je sais plus si elle était encore considérée comme morte, je ne sais plus. Bon, bref, elle est là, et là, donc, tout ce truc autour de lui faire retrouver la mémoire, et en fait, prétexte absolu pour qu'au début du film, on ait un retour de la beaufrie de base de Fast and Furious, puisque pour faire retrouver la mémoire au personnage de Letty, on va la faire participer à une course, là, le Race Wars, pour qu'elle puisse voilà, retrouver derrière le volant la mémoire. Donc là, pendant un petit moment, on a une parenthèse beauf, il y a même le personnage, je sais plus comment il s'appelle, Hector, là, qui revient aussi vite fait faire un petit truc. Et là, ça y est, là, on refilme les fessiers féminins, ça y est, c'est reparti. Hein. Mais bon, c'est pour ça que je pense même que là, il y a de la dérision de la part de James Wan par rapport au premier film. Et comme c'est toujours le même scénariste, hein, je crois, derrière, hein, si je ne me trompe pas, Chris Morgan était-il scénariste du premier? Je ne sais plus, mais je crois pas. Mais là-dessus, il y a un amour aussi envers leur saga. Enfin, Chris Morgan en tout cas. Il y a une prise de conscience que de toute façon, oui, on est décalé, on est un peu ridicule, oui, on est un peu beauf, mais bon, on a évolué aussi, on vous donne de l'action, vous en avez voulu, vous en avez redemandé pendant 6 volets, on va vous en donner un 7e, puis il y en aura d'autres derrière. Et puis après, ce qu'on va retenir, évidemment, c'est ces scènes d'action. Il n'y en a aucune, mais absolument aucune qui est réaliste. On va faire tomber des voitures d'un avion, elles tombent à pic. Tu fais tomber une voiture, normalement, elle part dans tous les sens, hein, dans les airs. Mais non, là, il se passe un truc, quoi. C'est limite devenu des astronautes de la Terre, l'équipe de Dom Toretto. Puis l'idée d'avoir des plans comme ça, mais totalement saugrenus, qui finissent toujours par fonctionner, on est dans un autre univers. À partir de... De toute façon, c'est déjà à partir du 5 environ, Fast and Furious devient presque quelque chose dans le fantastique. Enfin, dans une réalité fantastique, parce que tout ce qui se passe, chacun aurait dû déjà mourir 10 fois, mais limite, ils en ressortent plus forts. T'as même le Dom Toretto qui va soulever une voiture à main nue, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, oui, non, c'est vrai mais en même temps, c'est vrai qu'effectivement, ça fonctionne, parce qu'il y a une sorte de licence poétique qui fait que dans Fast and Furious, t'acceptes ce genre de choses. Parce que c'est Fast and Furious, et même ce que tu disais tout à l'heure qui est intéressant de dire qu'effectivement, et c'est dans le 5, il me semblait que c'était la même chose, il y a un moment effectivement où tu as une séquence qui revient dans le milieu du tuning et des courses, mais je trouve que c'est un truc finalement qui est, je pense, stratégiquement intéressant, c'est quand même de recoller à la saga, de montrer effectivement je suis Fast and Furious, mais je pars de ce postulat-là, je rappelle ce qu'était Fast and Furious pour mieux m'en éloigner et essayer de transformer ça, essayer de faire autre chose avec. Et ça, je trouve que c'est plutôt habile à chaque fois de rappeler ce truc-là, de rappeler où on est, et dire voilà d'où on est parti et voilà ce qu'on peut faire maintenant et ce qu'on propose maintenant dans Fast and Furious et jusqu'où c'est allé. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que quand tu vois justement, je trouve que le 7, en tout cas dans ce qui est le dernier que j'ai vu en fait dans la saga véritablement, je trouve que le 7 va vraiment très loin et s'éloigne vraiment très loin. Mais le fait de rappeler d'où vient la saga, de ne pas oublier d'où on vient, finalement c'est ce que les personnages ne passent leur temps à leur dire aussi, de ne pas oublier d'où on vient, etc. Je trouve que c'est intéressant. Et effectivement, il y a une vraie dérision et la dérision, je trouve que même à l'échelle des personnages, elle fonctionne parce que les personnages ont toujours quasiment ce double discours qui est de dire ce qu'on va faire est impossible. Tu vois, on a quasiment ce côté mission impossible à un moment donné, où ce qu'on va faire impossible, on le sait, mais on le fait quand même. Quand Kurt Russell les voit et qu'ils sont en train de poser leur plan et d'expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire, et notamment qu'ils fomentent ce plan avec les voitures qui vont tomber de l'avion, lui sait que c'est n'importe quoi, mais il dit c'est vous, de toute façon, ça va marcher, quoi. Et il les laisse faire. Et je trouve qu'il y a vraiment ce métadiscours à l'intérieur qui est super drôle, en fait, qui crée un vrai décalage et en même temps qui témoigne d'un amour pour la saga. Et en même temps, de ce côté, c'est une saga pour laquelle on a de l'amour et pour laquelle on peut ironiser, mais on s'en moque jamais vraiment. Il n'y a pas cette idée de se moquer de la saga.
si je veux le prendre vraiment avec amour et avec ironie. C'est comme, Et la ramener à ce qu'elle est finalement. c'est comme quand le personnage de Dom Toretto, au moment, on va lui offrir les potentiels meilleurs alcools possibles, lui il dit ah non, moi je suis plus Corona. Et il va lui sortir une Corona, hein, quand même, Mr. Nobody, il a tout. Hein. Ils ont pensé à tout. Et du coup, t'as parlé du côté méta, on va y revenir un petit peu, puisqu'on va rentrer dans une zone. Alors, spoiler si vous en avez quelque chose à faire et que vous n'avez pas vu le film, mais bon, si vous êtes là, normalement vous l'avez vu, mais spoiler quand même, parce que on va évoquer le cas donc Paul Walker, parce que ce qui est arrivé était une tragédie absolue. Alors il faut imaginer en plus l'horreur quand le casting, la production et tout ont appris la nouvelle. J'imagine qu'ils ont dû gamberger pendant un petit moment, ils ont été à deux doigts de tout arrêter. Mais finalement, ils ont continué. Je crois que c'est la famille aussi de Paul Walker qui a conseillé d'aller au bout pour lui. Et Ouais. ils ont gardé le personnage. À un moment, ils voulaient tout réécrire et l'enlever, enfin le faire disparaître. Mais ils ont gardé le personnage, qui, donc, rappelons-le, dans l'univers à ce moment-là, est père de famille. Il va même être papa une deuxième fois. Et alors, ça a été compliqué parce qu'on voit qu'il est très peu présent à l'écran. Le personnage de Paul Walker. En fait, ils ont mis vraiment que les moments où il avait pu tourner à fond, mais sinon derrière, sinon on le voit un petit peu vite fait, ou avec avec ses frangins qui font la doublure, ou des rajouts numériques sur le visage où c'est parfois malheureusement fait à la va-vite, mais ils n'avaient pas le choix. Mais c'est surtout qu'il fallait finir l'arc de Brian O'Connor, c'était sûr. Ils ont eu l'intelligence, selon moi, de ne pas le faire mourir, parce que ça aurait été glauque déjà, ça aurait été très glauque. De ne pas le faire disparaître au fond d'une prison comme Jack Bauer à la fin des 24 heures chrono, des fois quand on ne savait pas si ça allait recommencer. Il y avait des histoires comme ça. Et là, en fait, c'est très beau ce qu'ils font parce qu'ils sortent du personnage à la fin du film. Donc grosso modo, l'histoire c'est qu'à la fin, il va se ranger pour de bon avec sa femme et ses enfants. Et le personnage de Dom Toretto et les autres lui disent adieu. Ce qui est d'ailleurs absolument incohérent parce que Dom Toretto, c'est quand même le neveu, le beau-frère, il a sa sœur, il dirait jamais adieu. Au pire, il ferait des Skype avec connexion très protégée quand même pour avoir de leurs nouvelles. Mais non, adieu parce que c'est ainsi. Et on sort du personnage, à la fin, on ne voit plus Brian O'Connor à la fin. On voit Paul Walker. Et il y a cette fin terrible où on remémore, donc le personnage de Vin Diesel se remémore les films d'avant, et on voit donc Paul Walker dans tous les films précédents. Et c'est là où, finalement, tu parlais du côté méta et que le film s'assume aussi là-dessus, avec autodérision, mais même sur le côté grave, ils sont sortis du screenplay pour faire ça. Et c'est une fin assez intelligente, qui sort complètement de l'histoire, en fait. Mais je sais pas ce que tu en penses de cette fin, toi. Moi, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas vraiment d'accroche aux personnages dans Fast and Furious globalement, puisque je les suis un petit peu comme ça, et moi, je m'accroche plus finalement à ce que visuellement ça te procure. Et je trouve finalement, et c'est là où finalement le Fast and Furious 7, c'est difficile à dire, a fonctionné sur moi, et je trouve finalement qu'il y a un tour de force qui est assez intéressant, c'est que le film a réussi à m'émouvoir. En fait, je trouve que cet hommage final, alors c'est aussi dû effectivement au contexte hors du film, métafilmique, mais je trouve que c'est hyper touchant en fait ce final-là. Je trouve que notamment ce plan zénital où on les voit tous les deux partir sur une route différente avec la route qui se sépare, je trouve que alors c'est pas super subtil, mais n'empêche que c'est là et c'est fait de manière vraiment assez touchante. Et je trouve finalement que tout son arc d'ailleurs dans ce Fast and Furious là fonctionne vraiment bien en fait, même si effectivement il y a ces raccords numériques qui sont pas ouf, qui sont faits à la va-vite, effectivement les doublures, etc. Et puis l'alternance avec effectivement les plans qu'il a tournés véritablement. Je trouve que malgré tout, il y a quand même une unité qui fait que ça fonctionne. En fait, tu marches dedans, en fait. Et effectivement, à ce moment, on va créer de la porosité entre la fiction et ce qui s'est passé dans la réalité, sans justement, comme tu disais très bien, mimétiser la réalité en faisant mourir le personnage. Parce qu'en plus, on sait que la mort n'a pas de valeur dans Fast and Furious, dans l'univers. Finalement, le départ... le départ qui n'est pas un départ mortel, mais un départ, je quitte ce truc-là, on se sépare, ça fonctionne vachement mieux en fait, parce que pour le coup, la mort n'a pas de sens dans la saga. Donc le faire mourir, pour moi, aurait fait, au-delà du côté un petit peu morbide du truc, ça aurait créé quelque chose qui fait que ça aurait déréalisé sa mort. Je trouve que c'est beaucoup plus fort de le faire partir simplement. Et la séquence, pour moi, m'a vachement touché. Je trouve que la fin est très touchante en fait, et c'est pour moi, encore une fois, quelque chose d'assez étonnant parce que je pensais pas ressentir, en plus j'ai pas d'attache véritablement au personnage, j'aime bien Paul Walker en tant qu'acteur, mais il y a un truc qui fait que ça fonctionne en fait, et à ce moment-là on sent effectivement que l'émotion des personnages et des acteurs n'est pas feinte en fait, y compris celle de Vin Diesel, pour moi elle est pas feinte, elle est totalement, elle fonctionne, elle est très bien, et j'aime beaucoup ça. Oui, on voit que lui, Vin Diesel, il a parfois du mal à avoir des émotions en jouant, mais là, sans jouer, il les a. C'est ça qui est intéressant. Et puis bon, après le personnage de Jason Statham qui finit finalement en prison, alors il s'écroule dans un parking, normalement il devrait mourir, mais au final ils le font pas mourir, ils sont malins parce que
au moins on sait d'avance qu'il va revenir, hein, ça c'est sûr. Hein. On ne sait pas comment il va sortir de sa prison, mais il va en sortir, sûrement en mangeant à la cantine, il va donner des coups de boule à tout le monde et partir par le toit, hein, sûrement on peut imaginer, en volant évidemment. Mais voilà, au moins là-dessus ça s'assume et on sait que dans le 8, bah, on a déjà notre méchant, ça sera lui qui va revenir. Quoi. Mais bon, rien de plus à dire sur la zone spoiler en soi parce que on s'en fiche. Voilà, on va pas, que The Rock il sort de son hôpital en cassant lui-même au biceps son plâtre pour aller voler une ambulance et exploser l'ambulance avec lui au volant dans le drone et tout. Tout va bien, tout est logique évidemment. Et puis voilà, mais c'est pas très important tout cela. Donc on refait la zone spoiler. Et on va conclure du coup sur ce film. Alors, est-ce que tu penses que quelqu'un, en le voyant à part, peut apprécier ou non? Parce que toi finalement tu en as vu 2, 3, 4 avant et tu avais apprécié. Ou est-ce que... Enfin, je sais pas, quel est ton avis là-dessus? Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant. Moi, je pense vraiment que le 5 et le 7 ont cette force-là. Alors, le premier, évidemment, parce que c'est le premier, mais je veux dire, le 5 et le 7 ont cette force-là, que c'est des films qui, pour moi, sont totalement visibles en dehors de tout l'or, en fait. Effectivement, il y a des choses qui vont nous échapper, certainement, dans les dilemmes des personnages, effectivement, sur le long terme. Mais je trouve que c'est deux films, en fait, qui suffisent à eux-mêmes. En fait, c'est deux, pour moi, vraiment bons films d'action, en fait, dans leur approche. Et le 7 a ce truc en plus d'avoir une mise en scène qui est vraiment, pour moi, à un degré supérieur en termes d'intensité que celle de Justin Lin, même si, encore une fois, moi j'aime beaucoup dans le 5 la sorte de course-poursuite avec le coffre-fort accordé derrière le... Ça, je trouve ça hyper cool et ça fonctionne, l'impact est bon et il y a une vraie puissance qui se dégage du truc, mais je trouve que dans le 7, voilà, il y a ce truc-là où James Wan propose quelque chose d'un petit peu supérieur en termes de mise en scène par rapport à ce qu'on trouve d'habitude dans Fast and Furious et qu'il arrive justement à transcender un petit peu ça. Alors le défaut de ça, effectivement, c'est que il a tendance à arriver à quelque chose qui est proche de l'abstraction, en fait. Mais ça fonctionne pour quand t'aimes le cinéma, je pense que ça peut toucher indépendamment de si t'as pas cette accroche au personnage. Après, il y a juste un tout petit défaut aussi que je voulais souligner, que j'ai pas dit tout à l'heure, mais pour moi, effectivement, ça manque de Dwayne Johnson, parce que j'aimais Dwayne Johnson dans le 5, qui faisait ce flic badass, qui était vraiment à la limite en termes de ses actions, qui étaient quand même moralement quand même très contestables. Là, je trouve que le refaire revenir à ce côté papa de famille, alors moi j'aime bien effectivement quand il arrive à sortir, si je puis dire, en faisant péter avec son biceps, ça, je trouve ça hyper cool. Mais je trouve que ça manque un petit peu de The Rock, pour le coup. De Dwayne Johnson, pardon. Il faut appeler Dwayne Johnson. Ça manque de Dwayne Johnson, mais parce que je suis amoureux de Dwayne Johnson, donc forcément, voilà. Ça, c'est parce que t'as pas vu Black Adam. Voilà, je trouve qu'effectivement, il peut se voir indépendamment, et je trouve que pour le coup, en termes de mise en scène, il y a une vraie proposition dans celui-ci, parce que c'est un auteur quand même qui a derrière. James Wan, je considère que c'est un auteur à part entière. Et pour le coup, voilà, mais effectivement, il y a peut-être un petit peu trop d'abstraction, et c'est ce qui me fait dire que j'aurais tendance quand même à avoir une petite préférence pour le 5. Ouais, mais bon, mais ça, on vous laisse d'ailleurs dire en commentaire ce que vous en pensez. Je crois savoir que depuis, il y a encore plus d'abstraction, donc il faut l'accepter. Oui. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce Fast and Furious 7, même si ça manque de Dwayne Johnson, mais ça ne manque pas de choses intéressantes qu'on a évoquées donc, au préalable dans cette vidéo. Et puis on se retrouvera bientôt, mon cher Romain, évidemment, sans spoiler encore, pour un prochain Mickey avec grand plaisir. Et on invite les gens donc à donner leur avis en commentaire, non pas sur Mickey, mais sur Fast and Furious. Mickey, Takashi Mickey, hein, pas Disney, hein, on précise. Après, Mickey qui met en scène un Fast and Furious, oui, moi je prends. Mais il dirait pas non, en plus. Alors là, ça part en gore en plein milieu, mais ça pourrait être drôle. En tout cas, merci beaucoup Romain, et puis il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.